19h, Madame, Monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'information. Tout de suite, les titres de ce lundi 28 mars. Istanbul accueille aujourd'hui et demain un nouveau round des négociations pour parvenir à un cessez-le-feu entre Moscou et Kiev. La situation reste compliquée sur le terrain au 33e jour de l'offensive russe en Ukraine. Le revirement soudain du gouvernement espagnol sur la question du Sahara occidental porte un véritable coup dur aux relations diplomatiques algéro-espagnoles, pourtant au beau fixe depuis ces dernières années. Présidentielle en France, à moins de 2 semaines du premier tour. Les 12 candidats ont tous investi le terrain, chacun à sa manière. Nous y reviendrons en détail lors de cette édition. Et puis sport football, plus que quelques heures nous séparent du match décisif entre l'Algérie et le Cameroun. Une conférence de presse du sélectionneur algérien Djemal Belmadi s'est tenue cet après-midi. Nous irons à Blida justement pour retrouver notre envoyé spécial Faisal Saleh. Et nous entamons donc cette édition par le conflit en Ukraine. Istanbul accueille aujourd'hui et demain un nouveau round des négociations pour parvenir à un cessez-le-feu entre Moscou et Kiev. Au centre de ces pourparlers, la neutralité de l'Ukraine, une question étudiée en profondeur, assure le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Nouhad Belkhatem. Condition sine qua non de la Russie pour un éventuel accord de paix et un arrêt de l'opération militaire en Ukraine, la question de la neutralité est de nouveau sur la table des négociations. Alors que la semaine dernière, Kiev refusait toujours son non-alignement, le président ukrainien Volodymyr Zelensky envisage aujourd'hui de faire de son pays un État neutre, chose qui jusque-là était indiscutable. Un nouveau chapitre de négociation nous attend, car nous voulons la paix sans délai. Nous verrons quel sera le résultat. Notre gouvernement étudie en profondeur la question de la neutralité de l'Ukraine, l'un des points centraux dans les négociations avec la Russie pour arrêter le conflit. Une des clauses des négociations porte sur les garanties de sécurité, la neutralité, le statut dénucléarisé de notre État. Ce n'est pas la première fois que la Turquie joue les intermédiaires entre les deux camps. Une séance de négociation s'était déjà déroulée le 10 mars dernier à Antalya, sans aucune avancée concrète. Depuis, les discussions qui ont suivi ont été jugées difficiles par les deux parties. Reste à savoir si ce nouveau round changera la donne. À la veille de ces pourparlers, l'armée russe a annoncé un changement d'objectif principal en Ukraine. Moscou qui affirme vouloir concentrer son offensive sur l'est du pays. Un changement de cap qui fait craindre à Kiev une partition du pays au moment où les séparatistes de Lougansk évoquent la tenue d'un référendum sur l'indépendance de leur territoire. Et au sujet des négociations, une rencontre Vladimir Poutine-Volodymyr Zelensky serait pour l'heure contre-productive. Annonce faite par le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, qui a conditionné cette rencontre à l'adoption des exigences de Moscou dans les négociations. Vladimir Poutine ne refusera jamais une rencontre avec le président Zelensky. La seule chose qu'il juge fondamentalement importante, c'est que ces rencontres soient bien préparées. Néanmoins, cette rencontre sera pour l'heure contre-productive. Nous aurons besoin d'une rencontre entre les deux présidents, seulement une fois que nous aurons une visibilité sur les règlements des questions clés. Pour rappel, le président ukrainien avait insisté ces derniers jours pour négocier directement avec son homologue russe Vladimir Poutine. Et de son côté, le président turc Recep Tayyip Erdogan a souligné la nécessité d'un cessez-le-feu en Ukraine lors d'un entretien téléphonique avec le président russe Vladimir Poutine. D'après le bureau présidentiel turc, les deux dirigeants ont discuté dimanche de la situation en Ukraine et des progrès réalisés dans les négociations pour un cessez-le-feu. Erdogan a souligné la nécessité d'un cessez-le-feu dans les meilleurs délais ainsi qu'une amélioration des conditions humanitaires dans la région.
Point sur la situation sur le terrain à présent. Le port de Mariupol assiégé, des combats acharnés autour de Kiev. Le 33e jour du conflit en Ukraine tourne autour de l'est du pays et les faubourgs de la capitale. Sur le plan humanitaire, la situation reste critique pour les civils qui tentent tant bien que mal de fuir les combats. Les précisions avec Amin Touta. Depuis l'annonce de Moscou de concentrer ses opérations militaires sur l'est de l'Ukraine, la situation sur le terrain reste marquée par le siège de Mariupol et les combats autour des faubourgs de Kiev. Selon les autorités ukrainiennes, la situation humanitaire de la ville portuaire est critique en raison du blocage des accès, notamment pour ce qui est de l'approvisionnement en vivres et médicaments. D'après un bilan de la municipalité, plus de 2000 civils ont été tués à Mariupol depuis le début du conflit le 24 février passé, en dépit de plusieurs campagnes d'évacuation humanitaire vers les zones sécurisées. Toutefois, l'opération russe est actuellement axée sur le Donbass, où Moscou concentre le principal de ses efforts en vue de libérer ce territoire qui connaît déjà un conflit civil depuis 2014 entre le gouvernement de Kiev et les troupes pro-russes. Dans le sud-ouest du pays, la ville d'Odessa reste sur ses gardes en prévision d'un assaut imminent des troupes russes venant de la mer. Dans le centre de la commune, des obstacles de rue et des barrages improvisés ont été installés. Cette métropole balnéaire constitue un pôle économique et historique important pour l'Ukraine. Qui de l'Union européenne ou de la Russie aura le dernier mot dans le bras de fer énergétique opposant actuellement le premier fournisseur de gaz de l'Europe à un client jusque-là plutôt privilégié? En attendant de le savoir, faire le plein de sa voiture dans certains pays coûte désormais excessivement cher. Kherdin Potash. La crise russo-ukrainienne pèse de tout son poids sur la situation énergétique du continent européen. Le piège de scénario de rupture brandi par l'Europe et ses alliés se refermerait-il sur ses instigateurs? Hausse des prix des carburants, pénurie de gaz ou encore risque de shutdown. Le blackout n'a jamais été aussi redouté dans de nombreux pays vivant sous perfusion énergétique russe. Les alternatives se font rares. Contourner les approvisionnements assurés jusque-là par Moscou ne sera pas chose aisée. La dépendance du vieux continent est telle qu'elle met à mal la situation socio-économique du fait de la hausse des prix du carburant dans de nombreux pays. En Espagne notamment, la crise est palpable. La grève initiée par les routiers depuis plus de 2 semaines menace de rompre les chaînes d'approvisionnement alimentaire au pays. Appelés à la rescousse, de nombreux pays producteurs de gaz ont déclaré ne pas pouvoir venir en aide, du moins à court terme, à une Europe entêtée quant à son alignement sur la politique étrangère américaine vis-à-vis du conflit russo-ukrainien. C'est le cas du Qatar, détenteur de la 3e réserve mondiale de gaz naturel, alors que la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, assurait que l'Europe peut se passer du gaz russe dès l'hiver prochain. Doha explique en effet ne pas détenir la logistique nécessaire à une ouverture massive de ses robinets. Sur le terrain, les sociétés occidentales continuent leur gesticulation visant à noyer Moscou dans son pétrole. Le français Total Energy a défini des principes d'action pour gérer ses activités en relation avec la Russie en apportant plus de capital pour le développement de projets. Le gouvernement allemand a pris des mesures pour accélérer le développement de 2 terminaux de réception de GNL. De son côté, Baker Hughes et Halliburton annoncent respectivement avoir suspendu de nouveaux investissements pour des opérations et la suspension immédiate des activités futures en Russie. Enfin, les États-Unis et la Commission européenne se sont engagés à réduire la dépendance de l'Europe à l'égard de l'énergie russe et vont immédiatement mettre sur pied un groupe de travail conjoint sur la sécurité énergétique chargé de définir les paramètres de cette coopération et d'en assurer la mise en œuvre. La dépendance européenne vis-à-vis de l'énergie russe fait l'objet d'intenses débats chez le Gotha mondial des experts. On écoute justement l'analyse de Francis Perrin. Il était l'invité de l'édition spéciale d'Al24 News. L'Europe est aujourd'hui très dépendante de l'énergie venant de Russie. Pour le gaz naturel, la part de la Russie dans les importations de l'Union européenne est d'à peu près 45% dans la période récente. Pour le charbon, c'est à peu près le même pourcentage. Et pour le pétrole, c'est à peu près 25%.
Donc une dépendance élevée pour 3 énergies clés, les 3 énergies fossiles qui dominent le monde, qui sont par ordre décroissant au niveau mondial, pétrole, charbon, gaz naturel, et une dépendance plus particulièrement marquée pour le gaz naturel et pour le charbon. Et parmi ces 2 sources, celle qui est la plus importante, et vous l'avez souligné à juste titre, c'est bien sûr la question du gaz naturel, parce que c'est très important pour l'Union européenne, c'est très important pour la Russie. La Russie est le premier exportateur mondial de gaz. C'est une part importante des revenus du pays, de l'économie, de l'État russe. Donc c'est un point clé. Alors, quand on a une dépendance aussi forte, cette dépendance est le résultat de dizaines d'années de relations énergétiques Russie-Union européenne. On ne peut pas tout d'un coup, du jour au lendemain, même quand il y a un événement aussi majeur que la guerre en Ukraine, dire du côté européen « demain, j'arrête ». On ne peut pas dire « demain, je me passe de 45% de mes importations de gaz ». Personne ne peut le faire. Dans le reste de l'actualité dans le monde à présent, le Premier ministre palestinien Mohamed Shtayah a dénoncé ce qu'il a appelé de réunion arabo-antitétioniste de normalisation. Cette intervention était lors du discours du Premier ministre lors de l'ouverture de la session hebdomadaire du gouvernement palestinien dans la ville de Ramallah. Selon un communiqué publié par le bureau de Shtayah, le Premier ministre a déclaré, je cite, « Les réunions de normalisation arabe sans mettre fin à l'occupation de l'entité sioniste ne sont rien d'autre qu'une illusion et un mirage et une récompense gratuite pour l'entité sioniste. » La déclaration de Shtayah coïncide avec le lancement d'un sommet à 6 qui comprend les ministres des Affaires étrangères de l'Égypte, des Émirats arabes unis, de Bahreïn et du Maroc, ainsi que les ministres des Affaires étrangères de l'entité sioniste et des États-Unis. Et c'est justement sur fond de dénonciation palestinienne que s'est achevé ce lundi le sommet de l'entité sioniste. Les partis participants, à défaut d'inscrire des recommandations, veulent faire de ce rendez-vous un forum annuel. Nariman Zekar. Un forum permanent pour jouer le rôle d'un organe régional de sécurité. Il sera le moyen de faire face aux défis sécuritaires rencontrés par les pays participants dans une déclaration du ministre des Affaires étrangères sioniste, Yair Lapid, lors de ce forum. Cette déclaration va sans nul doute à l'encontre de Téhéran, puisque ce qui a été qualifié de menace nucléaire iranienne a été l'une des questions principales de ce sommet. Il aura également vu la participation d'Anthony Blinken, secrétaire d'État américain, ainsi que 4 ministres d'Affaires étrangères de pays ayant normalisé leurs relations avec l'occupant sioniste. Justement, l'Égypte, présente à ce forum, n'a pas manqué de réitérer sa position traditionnelle quant à la solution à 2 États en Palestine occupée. Samah Choukri, chef de la diplomatie égyptienne, appelle à une paix globale par la création d'un État palestinien à l'intérieur des frontières de 67, avec El Quds Est pour capitale. Sur les 22 pays arabes, l'Égypte, la Jordanie, les Émirats arabes unis, le Bahreïn et le Maroc ont signé des accords de normalisation des relations avec Tel Aviv sous l'égide des États-Unis avant que le Soudan ne les rejoigne pour paraphérer son accord de paix en 2021. Mais de quelle paix s'agit-il lorsqu'on remarque que le conflit ukrainien a permis à un État renégat de retirer son épingle du jeu pour prendre le rôle de médiateur sur la scène internationale ? Nous vous le disions en titre, le revirement soudain du gouvernement espagnol sur la question du Sahara occidental porte un véritable coup dur aux relations diplomatiques algéro-espagnoles, pourtant au beau fixe ces dernières années. Aussitôt annoncé, la démarche espagnole de s'aligner sur le plan d'autonomie du Maroc a suscité la colère d'Alger. Il faut dire que depuis plusieurs années, l'équilibre dans les relations algéro-espagnoles dépend étroitement du conflit du Sahara occidental. Rim Boukhari. Entre Alger et Madrid, les relations diplomatiques ont toujours été perçues comme étant hautement stratégiques. Depuis la signature du traité d'amitié, de bon voisinage et de coopération en octobre 2002 à Madrid, les liens entre les 2 pays n'ont eu de cesse de se renforcer. Coopération dans la lutte antiterroriste, mais aussi dans le domaine énergétique. Ces dernières années, l'Algérie et l'Espagne se sont positionnés comme 2 partenaires privilégiés, notamment à travers les différents contrats gaziers qui les lient depuis plus de 50 ans. Mais voilà, entre Alger et Madrid, c'est aussi les conflits régionaux. Le Sahara occidental demeure une question essentielle.
Alors que l'Espagne plaide depuis plus de 40 ans en faveur d'un accord entre le Maroc et le Front Polisario sous les auspices de l'ONU, l'Algérie, fidèle à ses principes inaliénables de soutien au peuple colonisé, s'est engagée à respecter le référendum d'autodétermination, tout en appelant à un engagement plus ferme de l'Espagne. Mais l'Espagne a fini cette fois-ci par s'aligner du côté du Maroc, engendrant une rupture de ce que les observateurs qualifient d'équilibre triangulaire entre l'Algérie, l'Espagne et le Maroc autour du conflit du Sahara occidental. Considérée comme une véritable trahison, la démarche de Madrid complique sérieusement la relation avec Alger et ne sera pas sans conséquences. Sur ce point, les observateurs des deux rives n'hésitent pas à afficher leur pessimisme. Et ce revirement de Madrid a jeté le froid entre l'Algérie et l'Espagne. Il s'agit de la plus grave crise entre les deux pays, comme le souligne Carlos Ruiz Miguel, professeur de droit constitutionnel à l'université de Saint-Jacques de Compostela en Espagne. Un moment de tension entre l'Espagne et l'Algérie en 1975. Mais bien sûr, cette situation qui s'est produite dans ces derniers jours, c'est une situation beaucoup plus compliquée parce que en 1975, il n'y avait pas des propos du gouvernement espagnol déclarant que l'Algérie était un partenaire stratégique et un allié important dans tous les domaines. À ce moment, oui, il y avait une relation correcte, mais que, bien sûr, était affecté par la décision du gouvernement espagnol de l'époque d'abandonner le Sahara occidental dans les mains du Maroc. Cette crise que nous vivons maintenant est bien sûr la plus grave dans toute l'histoire des relations entre l'Espagne et l'Algérie. Et les deux pays avaient décidé de fructifier leur coopération en tant que partenaires stratégiques. Cette nouvelle situation va-t-elle stopper cet élan? Carlos Ruiz Miguel, une nouvelle fois. Cette décision du président du gouvernement espagnol porte un coup extrêmement dur pour les relations stratégiques de l'Espagne avec l'Algérie. Donc, je pense que cette décision n'aura seulement un effet de ralentir le rythme de la coopération, mais que elle peut avoir un effet très dur pour, pas seulement, comme je dis, ralentir, mais pour mettre à mal les relations et mettre beaucoup des obstacles qui seront très très difficiles à surmonter. Au moins si le président du gouvernement espagnol reste confiant de son ministre des Affaires étrangères qui a été un des personnes qui a désigné cette stratégie on pourrait dire de trahison à l'Algérie. Et comment justement cette crise entre Alger et Madrid est-elle perçue par l'opinion publique espagnole? Carlos Ruiz Miguel nous répond une nouvelle fois. Cette crise qui est vraiment une crise
majeure est perçue par une partie de la population comme une crise qui affecte ou qui peut affecter l'Espagne dans ses besoins énergétiques. Mais c'est aussi vrai que les relais médiatiques du président du gouvernement ont essayé de faire croire à l'opinion publique que cette décision, c'était une décision qui n'avait pas des conséquences dans la relation de l'Espagne et l'Algérie, parce que l'Algérie serait aussi gagnante avec cette nouvelle politique, ce que, à mon avis, n'est pas du tout vrai, n'est pas vrai à mon avis. En Algérie, un conseil des ministres s'est tenu hier dimanche sous la présidence de Abdelmadjid Tebboune. À l'issue de ce conseil, le président algérien a donné des instructions, consignes et orientations. Parmi elles, faire preuve de vigilance quant à la mise en œuvre rigoureuse des mesures d'interdiction de l'exportation des produits alimentaires de base et accorder une importance capitale à la lutte contre les stratagèmes de contrebande pour préserver les capacités économiques de l'Algérie, notamment dans un contexte mondial marqué par des mutations sans précédent. Et à Alger, ouverture ce lundi du salon dédié à la promotion des produits prêts à l'exportation fabriqués par des entreprises de la wilaya d'Alger. L'événement a été l'occasion pour le gouvernement et à sa tête le ministre du Commerce de réitérer son intention de porter le niveau des exportations nationales hors hydrocarbures à hauteur de 7 milliards de dollars en 2022. Direction la France, à moins de 2 semaines du premier tour des présidentielles, les candidats ont tous investi le terrain, chacun à sa manière. Le président sortant, Emmanuel Macron, lui, veut jouer la carte du conflit en Ukraine pour battre ses adversaires. Abdelkader Taïef. Le coup de starter officiel a été donné ce lundi en France pour la campagne électorale. Les candidats ont moins de 2 semaines pour convaincre des Français jusqu'ici plutôt en retrait pour espérer amasser un maximum de voix le 10 avril, date de la tenue du premier tour. Les sondages se succèdent et placent le président sortant loin devant Marine Le Pen, qui est talonnée par Jean-Luc Mélenchon. Éric Zemmour et Valérie Pécresse se disputent les 4e et 5e places. Près de 4 électeurs sur 10 sûrs d'aller voter n'ont cependant pas encore fait leur choix. L'abstention plane par ailleurs sur cette présidentielle atypique. La crise sanitaire liée au Covid-19 et la guerre sur le continent européen en Ukraine ont écrasé une campagne qui a tardé à vraiment décoller. Mais celui qui pourrait tirer son épingle du jeu parmi tout ce chaos serait plutôt Emmanuel Macron, même si la gestion du président sortant des dossiers lourds, comme celui des gilets jaunes ou encore la crise sanitaire, n'a pas fait long feu. Il joue en ce moment sur le conflit en Ukraine pour tenter de faire grimper les sondages en sa faveur. Entretien téléphonique avec les principaux belligérants, enchaînement de mini-sommets par visioconférence avec les alliés et rencontres au sommet, Emmanuel Macron joue la carte de la médiation tout en veillant à ne froisser aucune partie. Pas moins qu'hier, le président candidat est même allé jusqu'à contredire son principal allié au sein de l'OTAN, mettant en garde contre l'escalade des mots et des actions en Ukraine, au lendemain des propos de son homologue américain Joe Biden sur Vladimir Poutine. En Corse, 2 rassemblements rapidement émaillés d'échauffourées se sont tenus dimanche devant 2 casernes près de Bastia et Ajaccio, à l'appel d'organisations indépendantistes qui accusent des CRS d'avoir chanté la Marseillaise le jour des obsèques du militant Ivan Colonna. 2 personnes parmi les forces de l'ordre ont été blessées légèrement à la main, a indiqué la préfecture de Haute-Corse. Les pompiers, eux, ont fait état de quelques blessés légers chez les manifestants.
Autre manifestation, mais cette fois-ci sur le continent africain, au Burkina Faso plus précisément, une coalition d'organisations de la société civile a initié une manifestation à Ouagadougou pour demander aux autorités l'annulation des accords militaires avec la France. Les centaines de manifestants qui ont pris part ont scandé des slogans hostiles à la France. Sohila Kelal. Des centaines de personnes ont investi les rues de Ouagadougou pour demander la fin de la coopération militaire avec la France. La France accusée de piller leurs richesses. La France, notre colonisatrice, elle est là, au pays Burkina Faso, croyant lutter pour défendre nos intérêts, mais pourtant c'est le contraire. La France est au Burkina Faso en train de piller nos richesses et nous créons aussi le terrorisme. Drapeaux et slogans pro-russes, les manifestants ont invité les autorités du pays à demander l'aide de la Russie pour mettre fin au terrorisme qui frappe le Burkina Faso depuis 2015. Nous avons choisi quand même plusieurs pays qu'on a cités, mais nous tenons en compte la Russie, puisque dans le monde entier, c'est la Russie qui a œuvré positivement pour faire quand même disparaître l'hydre terroriste. La marche initialement prévue par une coalition d'organisations de la société civile s'est finalement transformée en conférence publique, faute d'autorisation. Les initiateurs ont appelé à l'annulation des accords coloniaux. Nous contestons les installations des forces armées étrangères qui ne méritent plus notre confiance sur notre sol. Demandons l'annulation des accords coloniaux. Après l'annulation de l'opération Barkhane au Mali et la liesse populaire que ça a suscité, voilà que les Burkinabés emboîtent le pas à leurs voisins maliens, à croire que c'est le début de la fin de la France-Afrique. Culture, à présent, le stand de l'Italie, invité d'honneur du 25e Salon du Livre d'Alger, a vu l'animation d'une table ronde autour de la traduction des œuvres littéraires. Animée par un parterre d'intervenants, les différentes communications et le débat ont été l'occasion d'échanger sur la situation et les perspectives d'approfondissement de la coopération culturelle entre l'Algérie et l'Italie. C'est un sujet signé Sofiane Barouti. Une table ronde autour des passerelles linguistiques et littéraires entre l'Algérie et l'Italie a été célébrée au stand italien du SIL. Madame Antonia Grande, directrice de l'Institut culturel italien, a introduit la séance. Yolanda Guardi, professeure de littérature et de langue arabe à l'Université de Turin, a ouvert le bal en donnant une communication autour du thème « Les femmes et la mémoire ». Madame Guardi est revenue dans une communication sur le concept de décentrisme et a expliqué sa motivation à mettre en relief l'écriture féminine pour mettre en exergue des aspects parfois occultés des moments critiques de l'histoire. Un débat profond a succédé à la prise de parole et différentes interventions sont venues confronter les points de vue avec la conférencière qui a aimablement répondu au questionnement. La seconde partie de la table ronde était consacrée à la traduction. Animée par le critique littéraire algérien Youssef Sayeh, elle a vu l'écrivain et le traducteur algérien Walid Green présenter son travail de traduction de l'œuvre de Cesare Pavese, un auteur italien majeur de la littérature néo-réaliste du XXe siècle. Yolanda Guardi est revenue pour sa part sur son expérience dans la traduction d'auteurs algériens de l'arabe à l'italien. Les plus illustres étant Tahar Wattar ou encore Abdelhamid Ben Haddouga. L'échange était très intéressant et le professeur Green a expliqué les motivations qui l'ont conduit à parcourir l'œuvre de Pavese, principalement l'engagement antifasciste de l'auteur et son penchant à l'illustration de la vie simple des classes populaires. Un débat très riche a pris place dans l'espace italien. Répondant à une question, Ahmed Mahdi, président du syndicat des éditeurs algériens, a évoqué la volonté d'approfondir la coopération culturelle et de permettre aux auteurs algériens d'être plus traduits en italien. Un pas salutaire en écho au développement positif des relations économiques et commerciales entre Alger et Rome. La directrice de l'Institut culturel italien a clos le débat en faisant un appel à la multiplication des projets de coopération culturelle, particulièrement dans la traduction d'œuvres, ce qui permettra d'optimiser la connaissance mutuelle entre les deux peuples sur les deux rives de la Méditerranée. Sport, football, à la veille du match retour de l'équipe algérienne face au Cameroun pour le compte des matchs barrages qualificatifs au Mondial Qatar 2022. Le sélectionneur de l'équipe algérienne, Djamel Belmadi, a tenu cet après-midi
une conférence de presse. L'équipe nationale algérienne qui n'est plus qu'à quelques heures d'une qualification à la Coupe du Monde. L'Algérie qui a réussi la manche aller en allant s'imposer face aux Camerounais sur le terrain du Chapouma Stadium sur le score d'1-0. Je vous propose d'écouter un extrait de la conférence de Jamel Belmati. À faire en sorte que les joueurs récupèrent pleinement, physiquement, psychologiquement, parce que nerveusement, très important. Et voilà, l'essentiel du travail a été basé, entre autres, sur ça. Et voilà, donc comment on fait, voilà, plein d'éléments de récupération qu'on a mis en place. Il faut se replonger dans cette deuxième bataille. Et je pense que aussi tout ce qui est l'aspect psychologique aide généralement quand on sort d'une belle performance, ça aide plus facilement à récupérer. Et sans plus tarder, direction Blida pour retrouver notre envoyé spécial Faisal Salah. Bonsoir Faisal. Bonsoir Riyad. Alors, vous avez assisté donc à la conférence de presse du sélectionneur Jamel Belmadi. Qu'est-ce qu'il y a à retenir, on va dire, de ce nouveau rendez-vous avec la presse algérienne ? Effectivement, Jamel Belmadi a animé aujourd'hui une conférence d'avant-match à 17h30 ici à Tchaker, pas à Chapouma. Donc c'est un match retour, le match barrage qualificatif prochaine Coupe du Monde Qatar 2022. Ce qu'il y a à retenir, c'est que l'aspect récupération, il y a Jamel Belmadi qui a parlé du travail effectué à centre technique de Sidi Moussa, la récupération après le match aller qui a connu beaucoup d'intensité entre les deux nations, le Cameroun et l'Algérie. Il a parlé aussi du carton injuste de Rami Ben Sebaini au match aller et ce qui a la conséquence, la convocation de Saïd Brahma qui était présent à la liste élargie de Jamel Belmadi, convoqué parce que tout simplement Rami Ben Sebaini était forfait pour ce match retour. Il a aussi parlé de l'allié, on a parlé aussi de l'allié gauche de cette équipe nationale, le remplaçant probable de Rami Ben Sebaini. Il s'agit de Youssef Laouafi qui était présent lors de la conférence de presse. Psychiquement, on va dire, côté psychologique, il est présent, il est on va dire, il est ready, on va dire, pour ce match, pour cette rencontre qualificative pour la prochaine Coupe du Monde Qatar 2022. On a aussi parlé de Islam Slimani qui a d'un seul but de Didier Drogba, et Islam qui a parlé, en fait, l'anecdote d'Islam Slimani avec Jamel Belmadi. Islam qui disait que même si je marque pas, l'essentiel c'est qu'on sera qualifié pour la prochaine Coupe du Monde. Jamel Belmadi aussi, il a parlé que c'est un match très difficile, que le Cameroun, il ne peut pas savoir que l'état d'esprit du Cameroun, parce qu'il n'est pas, on va dire, le sélectionneur du Cameroun. Aujourd'hui, l'équipe nationale a effectué une séance d'entraînement d'1 heure, plutôt un peu plus. Un quart d'heure de cette, on va dire, de l'entraînement était ouvert à la presse. Et on a pris quelques images de Jamel Belmadi en train de parler avec, on va dire, Riyad Mahrez et ses coéquipiers. Il y avait aussi la présence de Rami Ben Sebaini. Merci beaucoup Faisal Salah pour tous ces détails. On termine ce journal par la soirée des Oscars. Les stars ont pu retrouver le tapis rouge à Los Angeles. Le remake du succès français La Famille Bélier a remporté l'Oscar du meilleur film. La cérémonie a aussi été marquée par cette gifle de Will Smith, l'acteur américain, infligé sur scène à l'humoriste Chris Rock. Retour sur cette soirée pour le moins mouvementée avec Neyla Hamouda. Hollywood a brillé de mille feux lors de la 94e édition des Oscars, marquée par la diversité de son palmarès. Oscar goes to... Okay, Coda. Grand vainqueur de la soirée, Coda, le remake du film français de La Famille Bélier, a raflé la prestigieuse récompense du meilleur long-métrage. Il y a 35 ans, Marlee Matlin a gagné un Oscar. Il n'y a pratiquement pas eu de représentation des sourds. Donc, j'espère que ce soir va changer la donne. J'espère que ce soir, le monde saura que ces histoires sont importantes et qu'elles doivent être racontées. Et nous sommes là pour le faire.
Déjà nommé 2 fois pour Ali et à la recherche du bonheur, le comédien Will Smith a remporté l'Oscar du meilleur acteur pour La méthode Williams, où il interprète le père des championnes de tennis Serena et Venus Williams. Jane Campion a été sacrée meilleure réalisatrice pour The Power of the Dog. La cinéaste néo-zélandaise est la 3e femme à recevoir cette distinction. Je suis très fière d'avoir gagné ce soir pour mon film, pour mon équipe et pour mes acteurs. Je suis très enthousiaste à l'idée que les choses aillent vite, nous en avons besoin. Parmi les autres récompenses notables, Summer of Soul a été oscarisé meilleur film documentaire du musicien hip-hop Amir Khalib. L'Oscar de la meilleure actrice a été décerné à Jessica Chastain, une récompense pour sa remarquable transformation physique en télévangéliste américaine dans le film Dans les yeux de Tammy Faye. Et enfin, la chanteuse-compositrice Billie Eilish a remporté le trophée de la meilleure chanson originale pour No Time to Die du film de James Bond. L'événement marquant de cette édition des Oscars est en revanche l'énorme claque en direct de Will Smith à Chris Rock, après une blague douteuse de ce dernier à propos des cheveux de sa femme souffrant d'une alopécie, ce qu'on appelle communément une chute de cheveux. Fin de ce journal, merci à tous de nous avoir suivis. Tout de suite, ne manquez pas la météo présentée par Amel Hamzian Zitouni. Excellente suite des programmes sur Al24 News. À demain.